What really makes us better people is our capacity to question the status quo to achieve positive change. If you are seeking to adopt new habits, to learn about a kind lifestyle, low-waste living, and speaking up for justice, you have come to the right place. Together, we will make the switch that will light up this world. I'm Morgan, and I'm happy to welcome you on this journey. Bienvenue à toutes les belles âmes d'Internet sur le podcast du Positive Switch. C'est la première fois que je fais une interview en français, du coup c'est un peu bizarre de faire l'intro comme ça. Alors aujourd'hui, j'ai une personne très particulière que j'ai rencontrée il y a environ 2 ans, qui est Andrea. Andrea, tu es connue sous le nom Le Renard et les Raisins sur ton compte Instagram ainsi que sur ton blog. Et on s'est rencontrés il y a 2 ans avant mon départ pour l'Allemagne, dans la coloc du bonheur, qui était une coloc végane et où on désirait réduire nos déchets, être dans la tendance minimaliste, etc. Et je pense que c'était aussi l'endroit assez parfait pour se rencontrer parce qu'il y avait vraiment toutes les bonnes conditions et puis on était sur la même longueur d'onde sur beaucoup de sujets. Et du coup, je pense que tu es une des rares personnes qui m'inspire autant et qui touche en même temps à énormément de sujets et d'injustices sur ton Instagram, plus particulièrement. Et puis tu es aussi très 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 créative dans tes recettes et à travers le friganisme aussi qui te permet justement de pas mal improviser. Donc est-ce que tu pourrais brièvement ou non juste nous raconter ton histoire, qui es-tu, d'où viens-tu, qu'est-ce qui te fuel, qu'est-ce qui te passionne? Oui, alors merci pour cette présentation. C'est vraiment super touchant ce que tu dis. Tu m'inspires aussi beaucoup, donc c'est mutuel dans les deux sens. Donc du coup, je m'appelle Andrea, j'ai 24 ans. Je suis végane depuis maintenant 4 ans et de cela découle en fait divers intérêts. Comme tu l'as dit, je m'intéresse beaucoup aux injustices d'un point de vue général et en essayant de lier un petit peu les causes différentes, donc véganisme, féminisme, écologie, anticapitalisme, tout ce qui est en fait globalement toutes les personnes dont les droits sont un petit peu bafoués et les causes sur lesquelles j'ai conscience, on va dire, je sais pas si c'est très clair, mais je sais que j'ai pas conscience de toutes les personnes dont les droits sont bafoués, mais en gros, dès que j'en ai connaissance, en général, je m'informe et j'essaye d'informer un petit peu autour de moi, notamment via les réseaux sociaux. Et est-ce que tu dirais que cette conscience des injustices et puis cette volonté d'en parler et d'informer les gens à ce sujet, est-ce que tu penses que c'était déjà en toi avant d'être végane, ou est-ce que le fait d'être végane, ça t'a en fait ouvert la porte à d'autres injustices et au fait que tu en parles? Les deux. C'est-à-dire que niveau personnalité, je suis assez extravertie. Donc je suis très bavarde, je parle beaucoup, je suis très curieuse aussi. Et je me souviens qu'on me disait quand j'étais petite que vraiment je cherchais un peu la raison des choses, etc. Et j'ai toujours aussi remis beaucoup de choses en question. Je supportais pas l'autorité quand j'étais jeune. Je la supporte beaucoup plus maintenant d'ailleurs. Mais je remettais toujours en question en fait l'autorité, les rapports de force finalement. Et donc en ça, c'est un peu naturel chez moi. Et après, j'en suis venue par le végétarisme et le véganisme assez rapidement après, à comprendre en fait les injustices et à comprendre pas mal de processus d'oppression en fait qu'il y a dans notre monde. Et c'est quelque chose qui me révolte. Et Dieu sait s'ils sont nombreux les différentes méthodes d'oppression, et en fait parfois j'ai l'impression que c'est bon, on a un petit peu fait le tour, et en fait tu te rends compte que c'est juste le type de l'iceberg. Et en fait c'est dégueulasse quoi, tout ce qu'on est prêt à faire pour mettre les gens plus bas que terre et les opprimer. Et c'est quoi justement qui a fait le déclic pour toi de devenir végane?
En fait, je pense que naturellement, je n'avais pas envie de manger d'animaux. Enfin, en tous les cas, pas d'animaux terrestres. Je me souviens des fois où, dans mon enfance, je choisissais un peu ce que j'achetais quand j'étais en vacances, seulement avec mon père et que je m'occupais plus de faire la cuisine ou des choses comme ça. Euh, je sais que j'achetais déjà pas de viande, enfin pas de viande d'animaux terrestres, donc j'achetais du poisson. Mais disons que déjà naturellement, la viande m'intéressait pas trop. Et en fait, quand j'ai eu la possibilité de choisir un peu plus ce que je mangeais, c'est-à-dire quand je suis partie de chez moi à 18 ans, j'étais en fait en internat en classe préparatoire dans le nord de la France, donc pas là où j'habite, quoi. Et je mangeais à la cantine, et paradoxalement, parce qu'on n'a pas trop l'impression qu'on puisse choisir à la cantine, mais en tout cas, j'avais l'impression de plus pouvoir choisir que chez moi. Donc, j'ai commencé un petit peu à refuser sans aucune conscience particulière, juste par goût en fait, et sûrement qu'il y avait un petit truc derrière, mais que je ne conscientisais pas. J'avais pas trop envie de manger de la chair animale, donc j'ai réduit au fur et à mesure, jusqu'au moment où j'ai décidé d'arrêter complètement, et c'est à partir du moment où je suis devenue végétarienne, ce qui était déjà assez compliqué dans ma cantine quand j'avais perdu pas mal de poids. Là, je vais commencer à conscientiser que c'était vraiment une volonté de ma part. Et ensuite, assez rapidement, en fait, le peu de temps que j'avais entre pas, je le consacrais à m'informer sur les traitements infligés aux animaux. Et comme ça, j'en suis venue très vite à être assez en colère et à refuser en fait de manger des produits animaux. Je ne pouvais pas tout de suite, parce que bah, comme je l'ai dit, déjà être végétarien c'était compliqué. Je mangeais midi et soir à la cantine, mais être végane là c'était carrément très très compliqué dans le cadre où je travaillais autant pour mes études. Donc, euh, donc du coup j'ai attendu quelques mois de pouvoir devenir végane, et franchement c'était compliqué. Chaque repas pour moi c'était un peu une épreuve. Euh, et quand j'ai pu être végane, du jour où j'ai fini ma prépa, je suis devenue végane. Et ça a été vraiment pour moi une libération, quoi. Mais est-ce que tu dirais qu'il y a peut-être un documentaire ou un livre qui a renforcé justement ton désir de passer cette étape du végétarisme au véganisme? Alors, de mes souvenirs, ça fait déjà 4 ans, 4 ans et demi maintenant, je me souviens avoir regardé un documentaire qui venait d'une chaîne, je sais plus laquelle, la 2 ou la 3 ou la 5, enfin, c'était un truc France quelque chose, et ça s'appelait Un monde sans viande. Euh, et ça parlait alors, je suis presque sûre que c'était pas du tout un documentaire pro-vegan, mais ça parlait de soucis en rapport avec l'élevage des animaux, l'exploitation des animaux. Pas forcément pour le bien-être animal, mais plus d'un point de vue écologique et social, mais social d'un point de vue humain. Donc, je me souviens qu'il parlait au Brésil des terres qui avaient été volées à des paysans qui avaient été tués par la police pour qu'on leur vole leurs terres, etc. Et je me souviens vraiment de me dire, mais en fait, concrètement, le sang qu'il y a dans notre assiette, il n'est pas que animal, en fait. Et comme à cette époque-là, j'étais pas antispéciste, j'avais plus touché. Donc je me souviens de ça. Je me souviens d'une jeune femme qui a une chaîne YouTube que je ne suis plus maintenant et qui a d'ailleurs changé de nom. Avant, ça s'appelait La Cosmétique, je crois que maintenant ça s'appelle Réflexion Faite, il me semble. Et je crois plus qu'elle parle vraiment de véganisme, mais à cette époque-là, elle en parlait. Et elle avait parlé des produits laitiers et elle avait parlé de la présure. Ça, je sais que c'est une grosse partie de ma prise de conscience. Et pour les personnes qui ne connaissent pas, la présure, c'est en fait un ingrédient du fromage qu'on utilise pour faire passer du stade lait au stade fromage, qui est un liquide digestif en fait qu'on récupère en tuant un veau et en récupérant ce liquide digestif dans la 4e couche de ton estomac. Donc ça m'a beaucoup touchée. J'étais vraiment en colère de découvrir en fait tous les trucs hyper vicieux un peu de l'exploitation animale. Je me souviens que c'est à cette époque-là que j'ai appris qu'il pouvait y avoir de la gélatine dans les jus de fruits, dans la fabrication de jus de fruits, qu'il pouvait avoir des eaux carbonées sur nos routes, en fait, sur le goudron. Enfin, plein de choses comme ça, qu'il y avait de la gélatine sur nos pieds de banque. Je me souviens de ces trucs-là que j'apprenais un peu à la suite des autres. Et je me disais, c'est pas possible, en fait. Genre, je découvrais un peu un autre monde.
Et après, avant ça, il y avait aussi un documentaire sur les cochons. Je me souviens plus du tout du nom. Je sais que j'ai revu des années plus tard et qu'il n'est pas du tout antispéciste ou quoi. Au contraire, à la fin du documentaire, ils sont un peu en mode regardez, vous pouvez encore manger du cochon. Et moi, je me souviens que ça a été. Je mange plus du tout de cochon. Et genre, le lendemain, je me suis dit, bah, si je mange plus du tout de cochon, je mange plus du tout d'animaux terrestres, quoi. Mm. Donc voilà. Et ouais, c'est dont je me souviens, mais après, j'en ai suivi quand même beaucoup de lectures de livres, etc. Mais j'étais déjà végane, en fait. Je pense que j'avais. Pour moi, être végane, c'était déjà une sorte de minimum, en fait. Mm. Et du coup, j'aimerais parler aussi un peu de ton blog. Est-ce que c'est quelque chose que tu as commencé avant d'être végane ou bien à partir du moment où tu es devenue végane? Et est-ce que tu peux nous expliquer un peu l'histoire derrière et pourquoi ce titre, Le renard et les raisins? Oui, alors, je l'ai commencé bien avant d'être végane. Je ne sais plus précisément, mais il doit avoir 8 ans maintenant, mon blog, un truc comme ça. Donc, j'ai commencé quand j'étais vraiment jeune, quand j'ai commencé un peu à me passionner de la cuisine. Et au contraire, mon blog a plus suivi mes cheminements. Donc, il n'y a jamais eu de viande sur mon blog parce qu'au début, je pâtissais, surtout. Donc, il y a eu des pâtisseries non végétales. Et depuis un an à peu près, j'ai changé de nom de domaine et j'en ai profité. Enfin, j'ai acheté un nom de domaine pour ne plus avoir le mot WordPress derrière et j'en ai profité pour supprimer toutes les recettes non vegan de mon blog. D'accord. Et le titre, a été choisi presque par hasard, on va dire. C'est-à-dire que je cherchais un titre. Je voulais pas de titre qui soit trop commun. Donc je me suis dit, tiens, ce serait sympa d'avoir un titre qu'on connaît, qu'on retrouve déjà dans la littérature et qui évoque un petit peu l'alimentation. Mmh. J'ai pensé aux Fables de La Fontaine parce que les Fables de La Fontaine, c'est souvent A et B. Et je trouvais que ça renvoyait un peu la balle et c'était sympa comme dynamique. Du coup, j'ai cherché dans toutes les Fables de La Fontaine et il y en avait assez peu finalement qui faisaient référence directement à la nourriture dans le titre. Donc il y avait Le renard et les raisins et il y avait La laitière et le pot de lait. Et j'avais trouvé que La laitière et le pot de lait, franchement, ça faisait un peu pâteau. Du coup, j'ai choisi Le renard et les raisins, heureusement. Mais voilà, et du coup ça m'est resté et à un moment j'ai hésité à le changer parce que en fait quand on ne connaît pas, il n'évoque pas du tout ni le véganisme, ni la cuisine, ni rien du tout. Et puis en fait j'en avais discuté un peu avec ma communauté qui m'avait dit en globalité non c'est cool, au contraire ça change, c'est un peu difficile à retenir je crois, mais ce qu'on m'a dit une fois qu'on l'a retenu, du coup on s'en souvient pas. Mmh. C'est clair. D'ailleurs, je t'avoue que ça m'est déjà arrivé en fait, de t'associer que avec renard et raisin. Dans ma tête, j'étais, le renard et les raisins m'a écrit, le renard et les raisins m'a écrit. J'avais une période où je me dis, non mais c'est affolant, faut quand même que je me rappelle son prénom parce que je l'ai rencontré. Et après, je me dis, ah oui, c'est Andrea. Mais pour moi, c'est le raisin et les raisins, le renard et les raisins, comme, comme quand je parle d'une youtubeuse. Voilà, pour moi, c'est vraiment, c'est un peu ton incarnation, quoi. Et, euh, et du coup, ton Instagram, moi, ce qui m'inspire le plus, c'est quand on arrive, c'est comme un arc-en-ciel, c'est une explosion de couleurs. Il y a énormément aussi de détails et puis comment dire, de raffinement en fait dans la décoration que tu prépares. Et puis tu t'essayes pas en fait, comment dire. De créer toute une décoration peut-être trop pensée ou artificielle à laquelle tu aurais vraiment pensé en amont. Et puis en fait tu fais avec ton environnement, tu joues avec les couleurs de la nature, etc., aussi les matières peut-être d'un meuble, et du coup je trouve que c'est ça qui donne vraiment un ton un petit peu comment dire, un peu champêtre aussi, mais hyper authentique à ton blog que j'ai rarement vu ailleurs. Et du coup, je me suis demandé comment tu faisais pour développer tes recettes, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de spontanéité que tu fais aussi au fil de tes découvertes friganes. Et ça, on expliquera après ce que ça veut dire. Et du coup, pour moi, je trouvais ça intéressant en fait de savoir si tu planifiais beaucoup, si tu prenais ce temps-là ou si c'était beaucoup plus voilà, au feeling.
Alors, c'est très gentil ce que tu dis, ça me touche beaucoup. En plus, c'est assez rigolo parce que tu as l'air de bien cerner la façon dont j'avance, en Mm. fait. Euh, donc, oui, c'est vrai que la nature, pour moi, c'est quelque chose de très important dans mes photos. Effectivement, je réfléchis pas du tout à l'avance à ce que je vais faire d'un point de vue photo. D'ailleurs, en général, ça dure 3-4 minutes dans le jardin. Maintenant, depuis très peu, j'ai un vrai appareil photo, donc là, je passe un peu plus de temps parce que c'est un plaisir Mm. de voir les belles photos qui se créent. Euh, et d'ailleurs, ça a été un frein pendant pas mal de temps, le fait de ne pas forcément avoir accès à la nature pour pouvoir faire des photos. Il y a eu des années entières où vraiment, j'ai pas vraiment pu faire de photos, sauf quand j'étais chez mes parents pour une semaine, quoi. Et là, en ce moment, je suis chez mes parents, donc j'en profite pour faire plein de photos. Alors, comment je crée les recettes? En fait, je suis vraiment passionnée de cuisine. Je l'ai été d'autant plus pendant de nombreuses années. Donc, pendant des années, j'ai tout le temps eu mon nez fourré, franchement, dans un truc en rapport avec la cuisine, que ce soit des livres, des blogs, des sites internet, des podcasts, des discussions avec des amis. Enfin, vraiment, donc mon inspiration vient de toutes ces sources-là. Il n'y a pas très longtemps, j'ai fait des biscuits sucrés à la moutarde. Et l'inspiration me venait de France Inter, je crois. Parce que Mhm. j'avais écouté une émission sur la cuisine, etc. Je peux m'inspirer de livres qui ne sont pas forcément alimentaires, vraiment de plein de choses. Euh, et c'est depuis récemment, assez récemment, que je me permets vraiment de me dire, bah ouais, je sais vraiment cuisiner et je vais pouvoir cuisiner sans recette et créer des choses comme ça. Et ça a été assez épanouissant pour moi d'avoir ces déclics dans ma tête. Euh, donc voilà, les recettes viennent comme ça. Après, elles viennent aussi souvent, je pars souvent d'un ingrédient que j'ai. Depuis quelques années, quand je le peux, je suis végane. Du coup, je récupère les invendus des magasins alimentaires directement dans les poubelles, parce qu'on trouve beaucoup de choses dans les poubelles. Il y a un tiers de toute l'alimentation produite qui est jetée en Europe, donc ça fait beaucoup de déchets et beaucoup d'aliments qui sont encore consommables. Et donc, si j'ai une confusion de bananes ou de courgettes, ou que j'ai un chou-fleur, ou que je trouve, j'en sais rien, moi, de la semoule, et ben, c'est un peu comme ça, souvent, que je gère un peu mes recettes. Souvent, j'ai en abondance quelque chose, parce que le friganisme, c'est beaucoup, Mm. c'est en général, on trouve beaucoup d'une même chose sur un soir. Et du coup, je crée en fonction de ça. Je fais rarement des courses pour, pour une recette, sauf en ce moment, vu qu'on est en confinement, donc je fais Mm. pas de véganisme. Mais en général, ça se passe plutôt comme ça. Mhm. D'ailleurs, c'est bien qu'on parle du friganisme et puis du fait que tu bases beaucoup la recette sur sur ce que tu as à disposition. Mm, Et par exemple, voilà, d'avoir fait quelque chose de sucré avec de la moutarde. Et je sais mm, pas pourquoi hier, j'ai eu un peu une folie, hier ou avant-hier, une folie avec l'ail. On avait beaucoup d'ail et il commençait à limite à moisir un tout petit peu sur la surface. Du coup, je les ai tous épelés, non, pelés. mm, Et je les ai mis au four. Et l'ail, moi, c'est un truc, enfin, je peux le manger comme ça me pose pas de souci. Et mm. du coup, il était légèrement confit. Puis en fait, j'ai dit à mon copain, non, non, t'inquiète, j'en mange qu'un ou deux. Et après, je commençais à tous les bouffer. Il me dit, non, mais faut que t'arrêtes là. Et après, j'en suis venue à me demander, je lui ai dit, est-ce que tu penses qu'on peut faire une recette sucrée? Pas un truc sucré-salé, mais vraiment une recette sucrée, genre une pâtisserie avec de l'ail, sans que ce soit le truc où tu te dis, ah non, c'est pas possible. Enfin, ça schlingue, tu vas avoir une haleine dégueu après pour arriver à le marier avec quelque chose. Et du coup, tu vois, ce serait peut-être un challenge pour toi à relever. Et je sais pas si tu as aussi cet amour pour l'ail. Oui, après, j'ai jamais goûté, enfin, j'ai pas dans mes souvenirs, là, le confit, je sais que ça se fait, c'est très bon. Mm. Donc, mais oui, j'ajoute souvent de l'ail à mes plats, Mm. je le mets pas en premier, comme c'est souvent conseillé dans les recettes avec l'oignon, parce que je trouve Ouais, qu'après, on ne sent plus. Je le mets après, pour ouais. pas plus puissant. Mm. Donc le friganisme, oui, tu en as parlé. Mais après le terme friganisme, est-ce que tu peux un peu, comment dire, en fait, ouais, éplucher le mot Mm. pour voir comment ça a été composé?
Donc, du coup, à l'origine, le friganisme, donc frigan, c'est un terme anglais, et ça vient de free et de vegan. Donc, vegan et gratuit. Donc, à l'origine, c'était une volonté de personnes qui étaient véganes, qui étaient anti-exploitation animale, d'aller chercher en fait les invendus pour, enfin, donc gratuit, invendus, c'est gratuit, hein, et, et dans une volonté aussi d'abolition de l'exploitation de façon générale, parce que, on va se mentir, on est quand même dans un système où il y a ceux qui gagnent et ceux qui perdent, hein, et ceux qui perdent, c'est ceux qui sont exploités, et les humains en font partie. Donc, donc en fait, c'est vrai que pour moi, vraiment, d'un point de vue alimentaire, le véganisme, c'est vraiment ce qu'il y a de plus éthique au total, parce que c'est zéro impact, quoi. C'est vraiment, tu récupères vraiment ce que personne d'autre ne veut. Et donc, de ce fait, tu peux être sûr que tu ne participes pas activement à une exploitation, en fait. Donc, c'est vrai que moi, des choses que je refuse de consommer, comme l'avocat, comme le chocolat, ce genre de produits, et ben en fait, dès que je les trouve dans la benne, je suis très contente parce que du coup, ça me permet de consommer ces produits qui sont pas forcément éthiques, tout en ayant zéro culpabilité, parce que de toute façon, ils allaient être incinérés. Mmh. Mais après, aujourd'hui, le terme a évolué dans le sens où ça, c'est vraiment la racine. Mais après, il y a enfin, la majorité des personnes qui font du véganisme ne sont pas véganes. Oui. Donc, c'est aussi quelque chose qui originellement, ça venait de là, mais après, je crois que ça, c'est un sens qui est assez philosophique. On peut avoir ce genre de réflexion, selon moi, quand on n'a pas la tête complètement prise par d'autres soucis de la vie quotidienne. Et donc, il y a beaucoup de gens, en fait, qui font du véganisme par pur opportunisme, pas d'un point de vue... enfin, je ne dis pas du tout ça pour critiquer, bien au contraire, je trouve qu'ils ont bien raison de le faire. Mais du coup, pour dire que ces personnes-là n'ont pas spécifiquement de réflexion sur l'exploitation, etc., mais que c'est vraiment quelque chose de très ancré dans le réel, de se dire, bah, normalement, j'avais que 10 euros par semaine pour me nourrir, et là, en fait, en récupérant dans les bennes, je retrouve une richesse, en fait, que je n'avais pas. Et d'ailleurs, je trouve ça bien. Donc, en fait, comment dire, friganisme, voilà, à la base, il y a cette notion de véganisme dans le mot, dans l'étymologie, mais en même temps, maintenant, on constate en fait que bah, ça détermine rien du tout. Il y a beaucoup de gens qui sont pas véganes et qui font du véganisme. Et aussi, ce que je trouve intéressant, c'est le fait que ben, on voit à travers ça en fait que l'argent, c'est en fait c'est ce qui met en action, c'est ce qui donne en fait le pouvoir, c'est ce qui détermine en fait ben l'exploitation d'un autre être vivant et toutes les pratiques qu'on met en application pour les exploiter. Et puis, enfin, ça, en fait, de là découle aussi notre responsabilité et le fait qu'on est, d'une certaine manière, en fait, on est complice d'une action. Et c'est pour ça, en fait, que j'ai eu une conversation avec une organisation qui défend la cause animale. Et en fait, j'ai parlé avec une fille qui pratique le véganisme. Alors en Allemagne, ils appellent ça Container parce que ça vient d'un container. Ouais. Et cette fille, en fait, voilà, enfin le but c'était pas que je la convainque ou quoi, de quoi que ce soit, de devenir végane, etc. Mais au fur et à mesure, donc elle m'a dit elle avait été végane. Ce qui pour moi est en soi c'est paradoxal, enfin c'est pas quelque chose qu'on active et qu'on désactive, c'est pas une tendance que tu as essayé et puis que tu as arrêté, c'est vraiment c'est une morale quoi, c'est une éthique de vie. Et elle me dit mais voilà maintenant donc il lui arrive de trouver de la viande ou des produits animaux, bien qu'elle consomme pas de lait ou des œufs je crois, mais la viande, voilà, elle dit c'est le truc, elle veut de temps en temps se l'autoriser, etc. Et puis quand on l'en trouve, ben voilà. Et donc pour toi, ben comment est-ce que tu pourrais expliquer à une personne comme ça l'immoralité en fait, même du fait qu'elle ne paye pas, qu'elle soit pas complice de l'exploitation de ces animaux, juste le fait de le consommer, pourquoi justement ce serait pas éthique et quels pourraient être aussi les risques en fait? Bah écoute, ça c'est une question que je me suis posée pendant longtemps. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec le fait de consommer des produits animaux qui venaient d'Apple.
mais j'arrivais pas vraiment à l'exprimer. Et c'est justement Romain de ta coloc qui m'a un peu donné la réponse à ça et qui m'a dit en fait que ça vienne d'une poubelle ou pas, ça reste le produit de la souffrance animale, quoi. Donc je pense que c'est un peu ça la base, je dirais. Et après, franchement, comment dirais-je, il y a tout le côté social en fait qui est vraiment important, au sens où bon, on est quand même des réseaux sociaux. Si on ne l'était pas, je veux dire, si cette fille elle consommait de la viande pour son coin qui vient des poubelles sans que personne ne le sache et qu'elle n'en fasse pas la communication, bon, après tout, c'est entre sa conscience et sa conscience, parce que finalement, je peux te dire, il n'y aura pas d'impact sur les animaux, il n'y a pas d'impact sur les autres. En revanche, c'est pas le cas, en fait. Personne ne vit dans une cabane au fond de la forêt et fait du véganisme parallèlement. Ça paraît un peu antinomique. Euh, du coup, cette personne, finalement, déjà, de ce que j'ai remarqué, des personnes qui reprennent la consommation de produits animaux dans ce cadre-là, du coup, vont la reprendre dans d'autres cadres. C'est-à-dire, du coup, même si c'est pas vegan, elle va se dire, bon, bah, finalement, entre quand je le fais chez moi et quand je le fais au restaurant, est-ce qu'il y a une vraie différence, voilà. Donc, déjà, il y a un peu ça, le fait de s'assouplir l'esprit par rapport à ça, et d'oublier un petit peu les animaux, quoi. Et ensuite, là, tu vois, elle en parle sûrement à des amis, elle en parle peut-être à sa famille, etc. Donc, des personnes qui l'ont vu être végane convaincue et qui disent finalement, ah bah finalement je consomme quand même de la viande, se disent, ah bah oui, bon bah c'était, comme tu dis, un effet de passage, oui, en fait c'est pas si terrible, voilà. Ouais. Et c'est en ça que c'est important aussi un peu cette forme de responsabilité que tu peux porter vis-à-vis des autres, sans penser que tu sois la personne qui convainc les autres ou la personne qui influence les autres plus que quelqu'un d'autre. Juste de se dire, par respect en fait pour les animaux, c'est quand même cool de pas les souiller quoi, devant les autres, quoi. Oui, surtout qu'en fait en parallèle, voilà, c'est pour ça que j'aime aussi faire, que ce soit sur YouTube ou sur le podcast ou en ville avec des gens, faut bien faire la distinction entre véganisme et le fait d'être végétalien. Après l'environnement et la santé, en fait, si tu veux, le fait en soi d'être végane, ça influence à la fin l'impact réel, l'impact concret, il est pour les animaux. Eux, à la fin de la journée, s'ils se font pas bouffer, s'ils se font pas exploiter, s'ils se font pas violer, exploiter leur système reproductif, etc., c'est le réel impact positif pour eux. Après, l'environnement, tu peux te dire végane et avoir une alimentation végétale qui se base sur des produits emballés en plastique qui viennent de l'autre côté de l'océan, etc. Tu peux aussi bouffer de la junk food et du coup mettre ta santé en péril, tout comme un omnivore mettrait sa santé en péril en consommant des animaux et leurs sécrétions. Et du coup, cette fille-là, certes, même si elle l'exposait pas en fait à son entourage, elle pourrait aussi en parallèle justifier le fait de consommer ces animaux dans d'autres endroits, le fait d'acheter des cosmétiques qui ont été testés sur les animaux, de porter du cuir, etc. Et en fait, c'est pour ça que le véganisme aussi, c'est bien de très souvent de redéfinir en fait ce que c'est pour que les gens gardent bien ça en tête, en fait que c'est purement et simplement autant que possible de pas participer à l'exploitation et du coup à la mort d'autres êtres vivants. Et du coup en fait voilà, comme ça enchaîne un peu sur la question que je voulais aborder ensuite. Dans tes stories sur Instagram, donc par exemple en comparaison au feed Instagram, au compte, t'es plus tourné donc vers un activisme qui est très pluriel. Il y a le droit des animaux, antispécisme, le droit des femmes, lutte contre les injustices sociales. Et du coup voilà, je voulais que tu nous parles un peu de toutes les causes que tu abordes là, que tu nous en donnes un peu la définition et puis et dans certains cas en fait qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour sensibiliser les gens à ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre un peu ce monde meilleur en se battant contre ces injustices. Eh bien, ce qu'on peut faire, selon moi, c'est d'en parler déjà, de faire prendre conscience aux personnes qui le veulent bien de certains problèmes dont on a nous-mêmes conscience. Je pense que c'est important
de se dire qu'on se nourrit les uns les autres et qu'apprendre des autres, c'est quand même très intéressant, surtout que dans le milieu activiste, on a quand même tous et toutes quelques sujets sur lesquels on est vraiment calés et qui nous passionnent depuis plusieurs années, etc. Et du coup, ça permet d'échanger en ce sens. Donc, sur les réseaux sociaux, du coup, quand on a une petite communauté, c'est démultiplié parce qu'au lieu de parler à une seule personne, on parle à des centaines de personnes ou des milliers de personnes. Et effectivement, en fait, je me sens assez libre en stories de parler de plein de sujets en fonction de mes prises de conscience, de mes réflexions, des moments où je suis vraiment fâchée des choses que je vois. Je pense hier à quelque chose que j'ai vu qui m'a beaucoup fâchée de la part d'une femme écologiste qui est beaucoup suivie. Souvent, c'est un peu le problème, j'ai l'impression, quand les personnes se sont beaucoup suivies, c'est qu'elles vont favoriser un petit peu euh, comment dire, les réflexions de petits pas plutôt que d'être assez radicales dans leur position. Ce que je peux comprendre, mais voilà. Et donc, cette personne a fait toute une série de posts et de défis par rapport au confinement, et donc de petits pas écologistes que tu puisses faire pendant que tu es confiné. Déjà, tout le monde n'est pas confiné, donc je trouve ça un peu délicat parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, au péril de leur santé, sont obligées d'aller travailler. Mais bref. Et en fait, ça m'a beaucoup énervée parce que cette personne qui est beaucoup suivie fait ce défi en rapport avec l'alimentation, en l'occurrence, là, et ne parle à aucun moment des animaux et encourage les gens à faire leur yaourt eux-mêmes et à faire leur beurre eux-mêmes, sans même parler d'alternatives végétales. Ça m'a vachement énervée parce que on est quand même dans une crise avec le Covid-19, le coronavirus, qui est directement lié à l'exploitation des animaux. Donc, quand j'ai un peu des coups de gueule comme ça, quand j'en ai la foi, on va dire, je le partage. Et j'ai une communauté franchement, vraiment bienveillante. C'était pas toujours le cas au début, mais là maintenant, en général, les gens sont d'accord avec moi, et sinon, je crois que juste ils se désabonnent. Donc, oui, voilà. Donc, pas trop de soucis par rapport à ça. Et effectivement, en ce moment, du coup, je parle de pas mal de choses. Donc, le droit des animaux, l'antispécisme, c'est quelque chose dont je parle depuis le début. Je parle pas mal de féminisme aussi, parce qu'évidemment, en tant que femme, je pense que c'est compliqué de passer à côté de cette lutte, quoi. Ouais. Et après, je parle d'autres injustices, sociales, de discrimination envers les personnes LGBT. Je parle aussi du racisme, même si je ne suis pas la mieux placée pour en parler, parce que je ne suis pas racisée. Mais bon, j'essaie de communiquer les témoignages d'autres personnes, d'en parler, etc. Je parle aussi d'anticapitalisme, d'écologie, de classisme. Donc, le classisme, c'est l'ensemble des violences et des discriminations qui sont liées aux classes. Donc, le classisme est très présent dans la justice, dans le système. J'ai envie de dire système de pression, mais en gros, chez les forces du désordre, comme j'aime dire. Je parle aussi des dispositifs anti-SDF qui sont évidemment directement liés au capitalisme et au classisme, mais qui sont en fait des dispositifs mis en place par les villes pour faire fuir les personnes sans domicile fixe et qu'elles ne puissent pas se poser, en fait. Donc ça va être des bancs qui vont être coupés en deux, ça va être des pics au bord des bâtiments dans des endroits où on aurait pu se reposer et être un petit peu à l'abri. Ça peut être des douches qui se déclenchent à des entrées de parking. Ça peut être tout un tas de choses. Mais en fait, quand on regarde maintenant l'urbanisme, on se rend compte que beaucoup de choses sont devenues vraiment... c'est vraiment du foutage de gueule parce que c'est très très clair en fait que c'est anti-SDF. Et parfois, ça l'est un peu moins. Il y a la Fondation Abbé Pierre qui en parle pas mal en ce moment. Je parle aussi de friganisme du coup. Parfois, ça m'agace un petit peu parce que le friganisme, c'est un sujet qui fait beaucoup réagir. Quand ça fait 5 ans que tu parles de véganisme, ça te saoule un petit peu quand tu vois que les gens ils sont super excités parce qu'ils se disent qu'ils peuvent avoir des courgettes gratuites, alors que toi tu as envie qu'ils soient super excités quand tu leur dis qu'ils pourraient arrêter de tuer les animaux. Bon, j'en parle quand même parce que c'est important, mais parfois ça me met aussi un petit peu en colère.
Et tout ça, en fait, c'est dans une volonté quand même de convergence de lutte et de pas oublier les gens, en fait. Récemment j'ai partagé c'était au tout début du coronavirus, et j'ai partagé un mème qui disait un peu que les gens s'affolaient pour le coronavirus, alors qu'il n'y avait eu que quelques morts, quelques baby boomers morts, et que à côté de ça, il y avait la crise écologique qui faisait des millions de morts, et que ben, on n'en parlait pas, enfin, on n'agissait pas spécifiquement, quoi. Et j'ai partagé ce truc-là. Alors, bon, je pense qu'on est tous et toutes d'accord pour dire que le coronavirus, de toute façon, on a pas mal changé notre avis dessus, parce je pense qu'on n'avait pas tous conscience au début de la gravité de la situation, et c'était le cas. Et en fait, j'avais pas fait attention à ces détails des baby boomers, et il y a une personne qui m'a répondu en me disant Hey, t'as vu, c'est un peu discriminant quand même envers les personnes âgées et tout. Et du coup, elle me dit J'ai fait Ah, bah oui, j'ai même pas fait attention qu'elle avait écrit ça, donc je l'ai supprimé tout de suite, parce que finalement, bon, sous couvert de vouloir dénoncer la catastrophe écologique, c'est quand même pas très cool de dire Ok, t'as 75 ans, tu meurs, je m'en fous, quoi. Donc voilà, j'essaie autant que possible d'être quand même dans une convergence de lutte et de pas oublier les gens, même si je suis pas pro bienveillance extrême, etc. Je pense que toi, tu l'es plus que moi. Mais c'est vrai que moi, j'aime pas trop. Disons que quand je vois certaines influenceuses, comme je disais, qui ont beaucoup d'audience, et qui, du coup, sont plus timides avec le coup de gueule, ce que je comprends tout à fait, hein, aussi. C'est vrai que moi, j'essaie quand même de garder ma liberté de, de bouger un peu les consciences. C'est pas forcément fait de façon douce, parce que je crois que entre la douceur pour les êtres humains et la non-douceur extrême envers les animaux, il y a aussi un petit milieu à trouver, quoi. Ouais, par rapport d'abord, je réagis sur les dispositifs anti-SDF. Je pense que tu dois connaître Guillaume Meurice. Je sais plus quelle radio c'est RTL? Non. Je sais plus, c'est un logo rouge, mais bon, voilà, enfin, tout ce qui est en France, je suis un peu déconnectée depuis que je vis ici. Mais lui, je sais, il me semble qu'il est vegan. En tout cas, il parle de beaucoup voilà, il va un peu vers la convergence des luttes et il dénonce pas mal de choses. Et du coup, il a fait une vidéo, donc voilà, très avec beaucoup de sarcasme sur les dispositifs anti-SDF et qui c'est qui remportait le prix de l'invention la plus innovative. Et ouais, quand tu vois ça, tu te dis mais les gens, ils ont rien d'autre à foutre en fait que de foutre littéralement des barrières aux gens. Et c'est vraiment, c'est un truc qui me répugne. Et voilà, et ça on le retrouve aussi partout, même dans le spécisme. Mais après, enfin, je sais pas si je donne l'impression d'être bienveillante par rapport aux gens. Mais je sais que depuis quelques mois, je pense, je me suis un peu réveillée parce qu'en fait, je commençais à atteindre le seuil où je voyais que le fait d'être trop gentil, ça réveille pas les gens, en fait. Si tu veux les réveiller, plutôt que de les faire s'endormir avec une berceuse en leur disant oh regarde les animaux mignons, etc. et puis leur dire ben voilà, il faut la compassion, l'amour envers les animaux, etc. Quand t'aimes tes amis, tu les manges pas. Enfin, ce genre de truc, je me suis dit c'est pas ça qui va réveiller les gens. Et c'est pour ça que maintenant, voilà, je suis un peu plus comme toi en fait, en mode. Parfois, ce que j'aime, comment dire, quand je t'écoute, je pense direct genre à la gouaille. Tu sais, je crois quand on parle il me semble que c'est Edith Piaf. Enfin, tu vois, les personnes qui mâchent pas leurs mots, qui sont très très directes. Il me semble que c'est cette expression. Là, la gouaille, ça c'est une sorte de vieille expression. Et c'est pour ça que, enfin, j'adore t'écouter, ta façon de t'exprimer en fait, et tu mâches pas tes mots, t'es vraiment direct et tu mets les gens en fait face à leurs contradictions. Et maintenant, ouais, je me suis rendu compte que ben si on était dans le cas d'un violeur, d'un pédophile, etc. Quand on est en présence d'une injustice envers les êtres humains,
On condamnerait direct le comportement de cette personne, c'est passible d'une peine en fait par la loi. Mais comme il n'y a pas ce système de règles pour condamner les gens qui financent le meurtre d'autres espèces ou d'autres animaux, ben les gens du coup sont complètement déconnectés. C'est pour ça que je pense que c'est essentiel en fait de les mettre face à leur complicité avec ce système. Pour revenir au féminisme, tu as écrit récemment, je sais plus si c'est l'un des 5 derniers posts à peu près, tu as fait un post féministe vraiment coup de gueule. Il me semble que c'était dans la ligne on n'est plus des petites filles. Et ça, c'était vraiment un post hyper empouvoirant et justement, je me suis demandé en fait qu'est-ce qui t'a inspiré à rédiger cet article. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit il faut que ça sorte Oui, c'était un peu imposé à moi en fait. Ce texte, je l'ai écrit dans le RER en rentrant du travail. J'ai changé genre 10 minutes de RER, donc c'est assez court. Mais en fait, c'est à la fois le fond et la forme, c'est-à-dire que dans le fond, il y a beaucoup de choses qui m'agacent et qui me révoltent par rapport aux femmes qu'on bafoue en tant que peuple, on va dire. Et sur la forme, il y a le sexisme ordinaire, donc j'imagine que c'était une accumulation un peu du sexisme ordinaire là, qui commençait un petit peu à me courir sur le réseau, comme on dit. Ouais, j'étais assez fâchée ce jour-là. Et ça m'énervait un petit peu ces parties de l'infantilisation des femmes et ces parties précisément des poils, en fait. C'est un sujet qui me touche pas mal. Tu sais que c'était un sujet qui touchait pas mal Juliette aussi, la personne qui est assez connue, du coup. Et, et oui, ça m'agaçait. Je sais plus pourquoi précisément, mais je trouve ça assez fou, en fait. Enfin, c'est à la fois symbolique et à la fois ancré dans un réel, cette histoire de poils, de se dire qu'on a quand même réussi à faire que toute une population euh, supprime une partie de son corps qui repousse constamment, en fait, qui ne veut que vivre et faire mutuellement. Donc, il y a une espèce de bataille constante envers ça, juste pour les hommes, quoi. Ouais. Et bien sûr, c'est intériorisé, bien sûr, ça nous plaît plus de voir des jambes de femmes glabres, bien sûr, ça nous fait plus plaisir d'avoir un corps glabre, etc. Mais tout ça, c'est intériorisé et ça venait pas à la base. Enfin, on n'est pas né avec, quoi, c'est pas naturel. Donc, ça me rend assez ouf, en fait. Et ouais, comme moi, je garde mes poils, du coup, il y a beaucoup de. Comment dirais-je, ça reste enfin, c'est une liberté pour moi de les garder et en même temps il y a une forme de privation de liberté si j'allais sur un plateau TV et en robe et que je me mettais à parler, on m'écouterait même pas juste parce que j'ai des poils, alors que si j'étais un homme, ça n'aurait pas de souci. Donc il y avait un truc comme ça qui m'avait beaucoup énervé et après une accumulation de choses par rapport à plein de sujets et je me suis dit c'est quand même fou en fait à quel point on oppresse les femmes sur des choses qui sont juste là et qui sont juste enfin, des choses même corporelles quoi qui sont juste présentes et ça m'énervait donc j'ai écrit ce texte effectivement et je pense que j'en écrirai d'autres mais après je le fais vraiment au feeling donc voilà, mais il y en a sûrement d'autres qui arriveront sur l'anticapitalisme, sur des choses comme ça quoi, qui me remuent pas mal aussi en ce moment. Ouais, celui-là, je pense qu'il a dû bouger pas mal de personnes en tout cas. Alors, donc quand je t'ai connue, tu venais de faire, je crois, ton premier tatouage. Et maintenant, depuis, tu en as plusieurs. Donc, ils sont tous, j'imagine, vegan et sans cruauté, comme le premier. Est-ce que tu peux nous parler de ces tatouages et puis leur signification? Alors, du coup, j'en ai 3. Le premier que j'ai fait, que tu as vu en direct, c'est une poule qui revient du marché avec un petit panier de fruits et légumes, qui a été fait par Agatha Zlotko Tatou, qui maintenant est sur Paris, qui maintenant est assez connue, mais qui à l'époque n'était pas très connue.
Et donc, celui-ci, je l'ai fait dans une volonté de. Bah, pour moi, ça signifie le véganisme. Mais je voulais un tatouage qui soit assez subtil par rapport au véganisme, même si j'ai aucun souci avec les tatouages qui sont plus directs. Donc, je voulais représenter un animal qui était particulièrement tué par les humains. Ma poule, elle en fait partie. Et le féminisme, parce que bah, c'est un animal femelle. Donc, donc, je l'ai fait pour ça. Ensuite, j'en ai fait un deuxième qui n'a pas de signification particulière, qui est une grenouille qui tient une pivoine avec des insectes autour de la pivoine, par la même artiste. Il y a un style assez, on dirait un peu des dessins de livres pour enfants, je trouve, on dirait un peu les dessins illustrés. C'est des petits animaux personnifiés avec des petits habits, etc. Donc celui-là, il n'a pas de signification particulière, c'était un flash, j'ai fait ce que j'avais envie. Après, ça reste un animal, ça reste un animal qui est tué par les humains, parce que les grenouilles sont mangées dans certains pays. D'ailleurs, je me souviens d'une fois, où j'étais tombée sur un bout d'émission, une émission avec Julie Andrieux sur la 5, je crois, qui s'appelait genre Cuisiner et voyages, un truc comme ça. Et j'étais tombée sur cette émission et il y avait une personne qui tuait des grenouilles, enfin, c'était vraiment horrible. Elle prenait un peu de roux à pâtisserie et elle les tabassait quoi, pour le tuer. C'était juste horrible. Donc, pour dire que les grenouilles ne sont pas tranquilles. C'est que les grenouilles, je pense qu'ils sont tranquilles de toute façon. Donc ça touche forcément ça. Voilà, mais c'était aussi le plaisir d'avoir une nouvelle pièce de cette artiste sur moi. Et un troisième tatouage qui est un oiseau. J'aime beaucoup les oiseaux en fait, finalement, j'ai 2 oiseaux sur mes 3 tatouages. Qui est une grille dans un style beaucoup plus réaliste, même si c'est pas non plus du réalisme pur en termes de tatouage, hein, il est quand même assez simplifié, quoi. Une petite grille que j'ai fait dans le creux de mon coude, qui est qui est l'oiseau préféré de ma grand-mère, qui habite au fin fond de la Bretagne, dans un petit coin de paradis, qui est passionné, vraiment passionné par les oiseaux, qui les nourrit, etc., qui les observe comme s'il était au cinéma. Et donc un jour, je lui ai dit, bah, vas-y, donne-moi tes oiseaux préférés, et la grille en faisait partie. Donc comme ça, je me suis dit que c'était lié aussi, ça faisait que j'avais une partie de ce qu'elle aimait sur moi, même si elle n'aimait pas du tout mes tatouages. Mais voilà, du coup, j'ai fait une grille, et puis ça me faisait plaisir d'avoir un oiseau. Donc j'ai que des animaux finalement en tatouage. Je suis assez attirée par les animaux et les végétaux, quoi, je dirais, en termes de tatouage. Après, là pour l'instant, j'en fais plus parce que d'un point de vue financier, je suis un peu en train de me dire que je préférais économiser pour d'autres choses que pour des tatouages. Et pour moi, c'est pas un besoin imminent ou quoi de faire des tatouages, ça me fait plaisir, mais c'est pas non plus. Voilà. Donc pour l'instant, c'est un peu un stand-by, mais je pense que je reprendrai un petit peu plus tard. Mais voilà, les tatouages. Donc pour l'instant, j'ai juste un animal. Je viens de me rendre compte, un petit colibri. Parce que je pense que tu connais aussi l'histoire du colibri de Pierre Rabhi. Enfin, c'est pas de Pierre Rabhi, mais il me semble qu'il l'utilise un peu comme métaphore pour refléter son travail. Mais je sais pas pourquoi aussi j'ai développé une sorte de fascination pour les oiseaux depuis que j'ai commencé à passer du temps avec des oies et des canards et puis à les observer et en fait je trouve ça assez fascinant en fait, comme quoi le fait de juste passer un peu de temps avec ces animaux, même s'ils sont assez enfin pas radicalement, mais ils sont assez différents de nous dans beaucoup d'aspects, mais d'une certaine manière, enfin ils ont quelque chose qui t'attire à eux, et juste du fait de les observer, t'apprends énormément de choses, et qui sont tellement intelligents. Même, enfin, je pense qu'il n'y a pas besoin de classifier l'intelligence interespèce. Juste en observant les animaux, tu vois qu'ils ont tous une intelligence et qu'ils ont différentes méthodes et astuces pour faire des choses que nous-mêmes, en fait, on ferait même pas. Et du coup, qu'est-ce que je voulais te poser d'autre comme question? Ah oui. Je voulais juste rebondir sur tout ce que tu dis, parce qu'effectivement, tu l'exprimes en fait dans le sens où l'intelligence, c'est une façon comme une autre de considérer un individu.
mais c'est une façon très humaine de considérer un individu. Alors qu'en réalité, comme tu dis, ils ont toutes sortes de capacités et d'astuces que nous, on n'a pas. Et c'est vrai que finalement, si on était moins anthropocentré, on pourrait se dire que, j'en sais rien, moi, tel animal voit la nuit, tel animal construit son habitat en une journée, tel animal coopère avec une autre espèce pour sa survie, etc. Et tu te dis, bon, bah, finalement, ça, c'est des capacités que nous, on n'a pas forcément. Donc, si on voyait les choses d'un autre angle, plutôt que d'être tout le temps centré sur nous, effectivement, on comprendrait mieux les animaux. Et aussi, je sais pas si ça se développe, comment dire, automatiquement chez tout le monde. Mais surtout depuis que je suis végane, en fait, même si je passe ne serait-ce qu'un peu de temps avec un animal ou même l'insecte le plus petit, hier on avait ou avant-hier un petit asticot qui est arrivé, je sais pas comment, dans notre appart. Et direct, quand mon copain il me l'a fait remarquer, bon, on l'a mis dans un petit pot en verre où il avait beaucoup de place. On a mis une petite feuille, un petit bout de fraise, et il a commencé à manger la fraise, à grignoter. Je lui ai mis une petite goutte d'eau parce que bon, il pouvait pas. Si je lui mettais une flaque d'eau, il allait littéralement se noyer dedans. Mais juste le fait de l'avoir observé et puis que il faisait les mêmes choses que nous en fait. Il avait besoin d'air, il avait besoin de lumière, il avait besoin d'un petit peu d'eau et de quoi manger et ça lui suffisait. Et juste le fait de l'observer comme ça, de passer quelques minutes avec, ben j'ai commencé à m'attacher à lui. Et après, quand on a dû lui rendre sa liberté, ou à lui ou à elle, ben ça m'a fait un petit pincement au cœur, tu vois. Et c'est pas comme si c'était un membre de ma famille avec qui j'ai vécu depuis 20 ans. Mais juste ces quelques secondes ou quelques minutes, si on prend le temps de juste de remarquer ce qu'on a en commun, ben je trouve qu'on arrive à comprendre en fait qu'on doit juste leur foutre la paix et puis qu'ils ont tout autant le désir et puis le mérite de vivre que nous, quoi. Bah, là, tu touches à l'individualité aussi, quoi. En opposition à la masse dans laquelle les animaux sont perdus. Dans les élevages, quoi. Là, tu vois aussi l'individualité et tu t'attaches à cet individu, alors qu'on ne le permet pas forcément quand les animaux sont traités par tonnes de viande ou ce genre de choses. Ouais, non, c'est pas des numéros, ce sont pas des objets, des unités de production, mais bien des individus avec une personnalité bien à eux. Pour revenir un peu à la situation actuelle, donc on est toutes les deux recluses chez nous en ce moment. Comment toi tu vis cette période de crise, parce que c'est pas seulement une crise par rapport au coronavirus, c'est aussi une crise climatique. Est-ce que tu es plutôt positive face à tout ça, ou est-ce que tu as un peu plus tendance à désespérer et à te dire en fait on touche le fond plus qu'autre chose et il y a pas vraiment de lueur d'espoir pour notre espèce ou pour la planète en ce moment? Je me sens ni l'un ni l'autre en fait. Moi je suis plutôt du côté négatif, on va dire. Je suis ni positive, ni. Je suis j'ai pas vraiment d'espoir pour le commun, on va dire. En fait, je trouve qu'il y a tellement. Enfin, on est tellement d'individus sur cette terre que ça paraît quand même énorme. Enfin, ça me dépasse, quoi, tout ce qui se passe. Et tout ce qui se passe de mal aussi. Donc, je suis plutôt dans un mood où pour ma propre survie psychique et mentale, je crois que je vais plutôt me concentrer sur mon propre Éden et mon propre projet et trouver mon propre paradis qui pour l'instant s'apparente à un grand terrain avec une petite maison respectueuse du vivant et plein de végétaux qui poussent autour de moi. Donc ouais, je crois que de toute façon, selon mon point de vue, de toute façon, se battre contre le système frontalement, c'est peine perdue, je pense. Donc, autant faire se peut de faire des choses concrètes à son échelle, je dirais.
et d'essayer toujours de diffuser un peu ça. Je trouve ça important quand même de toujours un peu communiquer sur le sujet. On a un outil qui est assez exceptionnel, qui est Internet, pour communiquer un petit peu là-dessus. Actuellement, il y aurait beaucoup de choses pour lesquelles lutter et je me sens pas trop. Je me sens pas trop de tout porter sur mes épaules parce que je trouve ça trop lourd. Ouais. Je soutiens toujours les victimes, je soutiens toujours les personnes qui se battent et voilà, mais moi je pense que je serais pas trop de ce côté-là de la force parce que même si c'est ce que me dit mon cœur, je crois qu'au bout du compte ça me rendrait très malheureuse. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais... Si, ouais, j'ai eu un peu la situation, enfin, j'en étais pas consciente directement, mais c'est un ami qui m'a écrit, il m'a dit, il a vu une publication, enfin, tout ce que je faisais pour les animaux en ce moment, et il sentait un peu ma souffrance dans ces articles. Et il me dit, voilà, j'ai vraiment l'impression que c'est un truc qui pèse sur tes épaules et que t'es tellement investi dedans, qu'à la fin, tu risques de te perdre, etc. Et du coup, j'ai réagi à ça et je lui ai dit, tu sais, si j'étais à l'époque de l'esclavagisme et qu'on me disait, non, mais de toute façon, le monde, il est comme il est, et puis on est une espèce égoïste, on est une espèce de merde, et le monde, il finira comme ça. Du coup, bah, ça justifie le fait qu'on fasse rien. Et si j'avais été à cette époque-là, malgré le fait que ça prenne beaucoup de mon énergie, de mon temps, j'aurais pas dit aux gens, bah, tu sais quoi, demain c'est la fin du monde, donc je vais m'arrêter là. Mais il y a des moments où je me dis, c'est vrai, je le sens, c'est pas que ça me détruit un peu, mais disons que j'ai perdu de mon appréciation pour l'espèce humaine, de mon espoir en fait en l'espèce humaine. Et je pense que c'est important de lier les deux, quoi, dans le sens où c'est important aussi de prendre soin de soi en tant que militante. Enfin, toi, tu es plus militante que moi, mais c'est important de prendre soin de soi et de s'entourer, je trouve, de gens qui pensent comme nous, qui sont bienveillants et avec qui on peut avoir des vraies discussions intéressantes. Je trouve qu'on est déjà tellement en opposition avec le monde et le monde dans lequel on vit, avec les systèmes, etc. Et donc, de fait, en opposition avec beaucoup de pensées qui vont en ce sens, que je trouve ça important pour nous, qui sommes à contre-courant, de justement vraiment se regrouper avec des personnes qui pensent comme nous. Ouais. Et parce que c'est essentiel, en fait. Parce qu'on ne les trouve pas sinon si on fait pas l'effort. Donc, je pense que quand tu te sens comme ça, vraiment un peu désespéré face à la montagne à laquelle on doit faire face, je pense que c'est vraiment important dans ce cas de vraiment continuer à rencontrer des gens animalistes, écologistes, qui ont cette forme de bienveillance pour les individus, tu vois. Je pense que c'est important. Ouais. Oui, puis aussi du fait de prendre soin de soi et de pas se négliger ou se dire, il y a beaucoup de personnes qui se disent, j'utilise l'exemple dans le, comment dire, oui, dans le monde activiste, il y a un jour en fait qui s'appelle Animals First on the Second, donc les animaux passent en premier le deuxième jour de chaque mois, et c'est pourquoi le deuxième jour de chaque mois il y a des activistes qui décident de jeûner en fait un jour complet. Et je crois il y a 1 ou 2 ans j'avais dû rencontrer une activiste qui m'a dit moi je le fais mais aussi non seulement je jeûne mais je bois pas d'eau parce que les animaux on les prive d'eau quand ils sont transportés pour aller à l'abattoir, on les affame, etc. jusqu'à plusieurs heures, même plusieurs jours parfois. Et en fait là c'est un moment où je me dis enfin il n'y a pas forcément de supériorité entre toi et l'animal en question, mais t'as pas le besoin ou le devoir de te mettre dans la même situation que l'animal pour pouvoir le représenter au mieux. Et à partir du moment où en fait tu mets ta vie peut-être en péril, après t'es plus en fait en mesure de pouvoir défendre l'animal. Du coup, c'est pour ça que c'est important de penser à ça et au fait de prendre soin non seulement de sa santé physique, mais aussi sa santé mentale.
Et ouais, c'est pour ça que c'est important aussi même de faire des pauses dans l'activisme. Ouais, mais c'est une période, surtout que c'est assez, comment dire, un peu blasant parce que tu te rends compte là, ça devrait être un moment crucial où les gens réalisent en fait les choses essentielles, le fait qu'on nous prive un peu de nos droits justement de sortir. On se retrouve dans la situation de la victime. Et juste à ce moment-là, juste quand on est confronté à ce malaise, tout à coup, les gens décident de sortir et enfin de profiter de la nature. Ici, en Allemagne, on a encore le droit de sortir un peu. Et quand on va faire du vélo en forêt avec mon copain, tout à coup, t'as, je sais pas combien de trentaines de gens qui décident de sortir. Et tu te dis, c'est triste. Parce que les gens, ils sont tellement pris, en fait, dans le flux du quotidien, boulot, dodo, etc. Ils ont totalement perdu, en fait, la valeur des choses essentielles. Et ils la reprennent en conscience uniquement quand on les force, quand on les restreint de leur liberté. Et je trouve que c'est assez attristant, en fait. Je sais pas si ça se dit attristant. Tu me corriges parce qu'il y a beaucoup de mots que j'utilise plus et du coup je suis perdue un peu en français. Ouais. Par rapport au féminisme, je voulais te demander, donc depuis que tu portes vraiment une attention particulière à cette cause, jusqu'à maintenant, est-ce que tu as l'impression que ça a évolué, que les femmes ont plus de liberté, de droits qui leur ont été, qui leur ont été donnés, ou est-ce que tu as l'impression que c'est vraiment que ça stagne et que au final on en revient toujours à devoir beaucoup manifester, voire plus qu'avant ou... Alors, il y a plusieurs choses à dire par rapport à ça. Déjà, dans la cause féministe, c'est pas parce qu'un droit est acquis aujourd'hui qu'il sera acquis pour toujours, très loin de là. Ouais. Et dans les moments de crise, c'est des moments justement où les droits des opprimés sont en général bafoués. Enfin, on le voit avec, ce n'est pas un rapport avec le féminisme, mais on le voit avec les SDF en France qui sont complètement démunis, qui ne reçoivent pas spécialement d'aide par rapport au fait qu'ils sont dans la rue alors que la coronavirus, et même certains se sont déjà fait, ont déjà eu des amendes parce qu'ils étaient dans la rue. Oh, c'est horrible. Et par rapport au féminisme, eh bien, y avait un amendement qui avait été proposé pour rallonger le droit à l'avortement de 15 jours en temps, parce qu'en fait les hôpitaux sont tellement saturés que tu dois te faire avorter si tu veux, c'est pas trop la priorité, quoi. Ouais. Donc ça paraît quand même essentiel de rallonger un peu le temps pour que les femmes qui se retrouvent coincées puissent se retourner, en fait. Et ça a été refusé. Bon, mis à part la haine des femmes qui ont fait sur leur corps, je vois pas très bien ce que ça peut être d'autre. Enfin, j'ai pas très bien compris en tous les cas. Donc, je crois que c'est Simone de Beauvoir qui exprimait cette chose qui est encore aujourd'hui très vraie, qui est qu'il ne faut pas se reposer sur les acquis parce qu'ils ne sont pas acquis très longtemps d'un point de vue social. Et ça marche aussi pour le féminisme. Donc voilà, là on va quand même arriver dans une crise énorme d'un point de vue économique. En France en tout cas et dans d'autres pays. C'est toujours pareil en fait, quand il y a des moments de crise, quand il y a des moments où les injustices font creuser, où les cas entre déchets pauvres et encore creuser, c'est des moments où les personnes qui sont déjà oppressées vont l'être encore plus, des moments où les personnes précarisées vont l'être encore plus, et dans le monde les personnes précarisées sont la grande majorité des femmes. Donc encore une fois, c'est pas vraiment une bonne nouvelle. Et après, en fait, je ne me vois pas trop parler positivement des avancements dans le féminisme, parce qu'en fait, pour moi, tout avancement sera juste quelque chose de normal qui est enfin revenu à la normalité, quoi. Ouais. C'est un peu comme dire que les chats et les chiens ne sont pas des objets dans le code civil, c'est une victoire, alors c'est bon. Ouais, ça devrait être la base, ouais. C'est ça. Du coup, c'est compliqué en fait de parler positivement des avancées si elles existent, parce que tant qu'on n'est pas
toute libre, en fait, je crois que personne ne l'est, quoi. Mm. Donc, j'ai quand même beaucoup de solidarité envers ces femmes qui continuent à se faire maltraiter. Il y a aussi les violences conjugales qui ont augmenté de 30% dans le cadre du confinement, et ça, on savait que C'est ça allait horrible. augmenter. Alors même que parallèlement, le numéro qui avait été mis en place très tardivement, le 3919 en France, pour lutter contre les violences conjugales, a été restreint. En fait, la plage horaire qui était déjà légère a été restreinte. Donc franchement, c'est un moment qui est un peu compliqué. Les moments de crise, ce sera toujours compliqué, je pense, tant que le système ne changera pas profondément. Donc voilà, par rapport au pays. Ouais, puis parallèlement, j'ai l'impression que pendant ces moments de crise, ça met encore plus en lumière, en fait, ça renforce encore plus certaines injustices. Non seulement parce que, en fait, il y a des moyens qui sont pas là, ou alors on les cherche pas, ils sont mis trop tard en application, ou tout simplement, en fait, on ignore, on préfère juste taire, en fait, le sujet. Et puis, c'est comme même avec le corona, en fait, au final, moi, j'ai l'impression que la cause du virus, on n'en parle pas forcément. On parle pas non plus du nombre massif de gens donc qui meurent enfin comment dire, officiellement on dit qu'ils meurent du coronavirus, mais à côté on passe à la trappe le fait qu'ils avaient, en anglais ils disent des comorbidités, enfin qu'ils avaient d'autres conditions médicales qui étaient assez importantes, cause de diabète, différents types de cancers ou de problèmes respiratoires, qui ont justement un rôle important dans le fait qu'ils puissent succomber justement au virus. On parle pas aussi, on passe à la trappe le nombre de gens qui meurent de la grippe, ce qu'on pense être une simple grippe par an dans le monde. Et c'est dans ces temps-là en fait où j'ai l'impression qu'on apprend aussi encore plus. Non seulement sur ce qui se passe dans le monde, mais sur la façon dont un gouvernement réagit, et en fait quelles informations on est prêt à nous donner ou non. Et c'est pour ça que, comme tu dis, toi voilà, t'avais vraiment cette chose innée en toi dès le début, où depuis toute petite, tu remets les choses en question, t'acceptes pas forcément l'autorité, et puis tu dis ton opinion, et je trouve que ça manque cruellement dans la société. Les gens sont c'est plus confortable en fait de suivre le rassemblement, de suivre le groupe, plutôt que d'en sortir et puis de regarder un peu du haut ce qui se passe, et de poser des questions sur le fondement de tout en fait, de tout le système, de qu'est-ce qui se passe en fait vraiment dans les coulisses. Et je pense que le monde, il peut changer radicalement que si chacun est vraiment prêt à se remettre en question et à remettre tout le système en question. J'avais regardé une page en fait justement pour voir un petit peu donc comme tu dis, en soi il n'y a pas vraiment d'avancée dans n'importe quelle cause, parce qu'il y a des choses qui devraient être juste en fait comment dire, je sais pas si c'est inhérente le bon mot, mais il y a des choses qui devraient être déjà à la base certaines libertés, certains droits, ça devrait être juste la base, enfin le sens commun. Et puis après j'ai vu donc sur cette page les avancées des droits des femmes, et puis et en fait des choses des droits qui arrivaient où tu te dis ça devrait être déjà autorisé dès le départ, et puis tu remarques que très tard dans l'histoire les femmes ont eu certains droits, comme c'était en fait, je crois que c'était d'avoir la liberté d'être à son compte, qu'une femme vraiment travaille pour elle sans que son mec ait un mot à dire. Et c'est pour ça que je me suis vraiment, ça m'a foutu une claque en fait, parce que nous on a l'impression que, comme tu dis, c'est acquis, mais en fait c'est soit acquis pour une très courte période ou alors très tard.
Et aussi, il y a un sujet dont j'ai parlé sur le podcast, c'était aussi l'antispécisme dans le langage. Et du coup, dans la cause féminine, on connaît tous et toutes le hashtag balance ton porc. Et du coup, je voulais savoir ce que tu pensais un peu de cette expression. Est-ce que tu trouves que c'est pertinent d'utiliser un nom qui a cette connotation spéciste pour dénoncer en fait une autre injustice? Évidemment, c'est pas le terme que j'aurais choisi personnellement. Après, je suis quand même assez précautionneuse dans le sens où c'était quand même un mouvement qui était essentiel et on peut pas nier le fait qu'on est dans une société qui de toute façon est spéciste. Donc je crois que c'était un peu un cri du cœur qui est ressorti en ces termes, quoi. Après, est-ce que c'est vraiment important de passer du temps à parler du terme balance ton corps plutôt qu'à parler du fond du sujet qui est quand même super important pour les femmes, etc. Je sais pas, dans le sens où, comme je le disais, de toute façon, on est dans une société où on sait très bien que les insultes sont soit sexistes, soit spécistes, etc. Donc, bon, je sais pas si d'un point de vue, est-ce que ça fait vraiment, est-ce que cette chose-là a vraiment fait du tort à des cochons ou pas? Tu vois, le lien est peut-être compliqué à établir. Ouais. Je pense que c'était un mouvement qui était important. J'ose espérer que c'est un mouvement qui a fait avancer les choses. Je suis pas certaine que ce soit encore que l'avancement soit encore complètement arrivé, mais ouais, je pense que c'était un peu un cri du cœur et il est pas parfait, mais il a le mérite d'exister quand même. Du coup, je pense qu'on va pas tarder à terminer. J'ai 2 questions encore. Qu'est-ce que pour toi le bonheur? Comment tu définis le bonheur? Donc pour moi, je dirais que c'est l'apaisement. En fait, je te parlais tout à l'heure de mon paradis, de notre paradis, de pouvoir. On est quand même très favorisé, donc on a la chance d'avoir un peu le choix de ce qu'on veut faire et de ce qu'on veut créer dans notre vie. Donc je crois qu'être apaisé, c'est un peu ma définition du bonheur parce que je ne suis tellement pas que voilà, mais je travaille dessus les bonnes en ce moment par rapport à ça parce que c'est quand même compliqué on en parlait tout à l'heure, de porter un petit peu la responsabilité de toute une espèce qui fait des choses pas très cool. Mais ouais, je crois que le jour où je serai bien apaisée et je me sentirai vraiment à ma place et je me dirais, bon, là, je fais ce qu'il faut et c'est bien. Je crois que ce sera pour moi le bonheur. Là, je pense que c'est une définition qui est proche de ce que j'aurais donné aussi et je pense que ce sera très tard que je serai apaisée ou peut-être pas, mais dans tous les cas, on aura fait tout notre possible. Et du coup, est-ce que donc à court terme et long terme, est-ce que tu as des projets qui te tiennent à cœur ou des objectifs que tu veux vraiment à tout prix réaliser, que ce soit pour ton bien à toi, pour le bien commun? Personnellement, là, pour l'instant, j'aimerais beaucoup aller à la campagne et avoir notre espace qu'on puisse créer un grand jardin nourricier, qu'on puisse accueillir quelques animaux qui ont échappé à l'abattoir, je sais pas, un âne, des poules, voilà. Ça, c'est un peu mon objectif pour l'instant. En fait, je suis un peu en train de me dire, c'est un peu compliqué pour moi parce que comment gagner sa vie dans un monde dans lequel tu te dis tellement qu'il y a tellement de métiers qui vont pas. Du coup, pour moi, c'est un peu fluide et je me dis, bon, je pense que déjà travailler sur une certaine autonomie alimentaire, un certain bonheur, etc., c'est déjà une première chose. Et après, savoir comment vivre, je crois que ça découlera naturellement. Donc pour l'instant, je suis un peu sous cette réflexion-là d'un point de vue personnel. Je ne sais plus quelle était la deuxième partie de ta question. Donc les projets sur court terme, long terme, et si tu avais des objectifs, des choses qui étaient vraiment importantes à réaliser pour toi, que ce soit
pour ton bien-être à toi ou pour le bien commun? Ben, comme je disais tout à l'heure, je pense que continuer à essayer de porter une voix sur Internet, Mm. s'il y a quelques personnes qui m'écoutent, bah, ce sera déjà ça de gagner. Si je peux déjà continuer un petit peu à parler des causes qui me tiennent à cœur. Euh, et ouais, le truc de... En fait, je trouve ça compliqué d'être... Enfin, être vegan antispéciste dans ce monde, c'est vraiment compliqué parce que tu... Enfin, je sais pas toi, mais moi, je me remets toujours en question en me disant, mais est-ce que ce que je fais, c'est suffisant pour les animaux? Mm. Et en fait, je suis un peu en train de me dire que pouvoir accueillir des animaux, ben, c'est très... comment dirais-je? C'est très concret. Ouais, ouais. Et tu te dis, ok, bah, j'offre un petit havre de paix à Mm. cet âne qui a passé sa vie à se faire monter dessus, j'en sais rien. Mm. Et au moins, cet âne, il est en sécurité, il est chez moi, il est bien, tu vois. Ouais. Et au moins, ces 5 poules que j'ai, elles ont leur liberté, elles sont tranquilles, j'en prends soin, voilà. Et ce truc-là, je trouve que ce serait un peu aussi peut-être la clé d'une forme d'apaisement pour moi, de me dire, bon, c'est pas grand-chose, mais Mm. c'est mon échelle, j'aurais peut-être pas d'enfants, mais j'aurais des enfants animaux Mm. tu vois. Ouais, peut-être ça qui pour l'instant est assez concret pour moi et probablement, j'espère, toujours un engagement militant pour les Mm. autres, pour les femmes, pour les opprimés, etc. Ouais. Et je pense qu'à la fin, même si toi, tu es pas complètement apaisé, au moins tu sais que tu as ces vies qui sont complètement apaisées, qui sont vraiment délivrées de toute oppression. Euh, et et c'est ça que je trouve fort aussi. Et pour moi, je pense que c'est vraiment un peu ça la définition du véganisme, ou du moins l'objectif, c'est que tu parviens quasiment complètement à, comment dire, à prendre de la distance de ton propre intérêt avant ceux des autres. Et Ouais. quand tu réalises que, que t'es pas supérieur, que ta vie est pas plus importante ou plus déterminante que celle d'un autre individu, ça, je pense, c'est ce qui concrètement représente le véganisme. Et moi, ça m'attriste un peu parce que ici, et après voilà, si tu vis à la campagne, ça doit être aussi vers chez tes parents, ça doit être aussi le cas. Ici, dans cette région de l'Allemagne, il y a quasiment partout où je vais, en fait, je vois des gens qui dans leur jardin ont des poules ou des oies qu'ils exploitent qui exploitent leur système reproductif pour des œufs. Les oies, en fait, elles sont là qu'une certaine période de l'année, c'est pour être gavées et ensuite elles vont être bouffées. Et du coup, ça, à chaque fois que je vois ça, en fait, même si d'un côté je vois l'aspect de production en masse des animaux, de l'élevage en masse des animaux, même quand je vois en fait l'unité la plus infime d'exploitation, elle est toujours aussi importante qu'une autre. Pour moi, elle a toujours un impact aussi gros. Et ça me fait autant de mal de voir ces animaux dans un petit jardin qui sont quand même exploités et qui au final sont jamais vraiment libres, que de voir des animaux dans un élevage industriel. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, le fait que tu dis voilà, en fait l'activisme en soi, c'est vrai que ça change quelque chose. Parfois on a vraiment la sensation que ça change quelque chose, mais je trouve que t'as pas le sentiment que tu as vraiment changé quelque chose tant que tu es pas avec la victime. Tant que soit que tu l'as pas libérée, ou tant que tu es pas auprès de la victime pour lui dire je suis là, je fais mon possible pour t'aider, pour te rendre ta liberté. Et en début février, j'ai fait une veillée, je crois que ça se dit en français, pour la première fois, où j'étais à un abattoir près d'Amsterdam aux Pays-Bas, où là en fait ils tuent plus de 20 000 cochons par jour. Et c'est vraiment la première fois où j'étais en contact avec les victimes opprimées, et je savais que dans quelques minutes, en fait, ils auraient leur gorge tranchée. Non, comment c'est comme ça qu'on dit? Leur gorge tranchée. Oui, leur gorge tranchée, ou bien qu'ils seraient dans une chambre à gaz, en fait, et qui seraient gazés et qui brûleraient de l'intérieur. Et
Et ça, c'était tellement fort que je me suis dit, enfin, même si moi, ça me détruit de l'intérieur, ce sera jamais aussi fort que ce que eux, ils vont vivre. Et pour moi, ça vaut la peine, en fait, de ressentir cette souffrance parce que je sais que ça leur apportera un peu d'apaisement à ce moment-là. Après, bon, voilà, avec les conditions maintenant, c'est pas possible de faire ce genre d'activisme. Mais en tout cas, j'encourage beaucoup de personnes à le faire, même si c'est ne le faire qu'une fois, en fait, parce qu'à partir du moment où tu le fais, ça te rappelle aussi pourquoi tu parles pour eux et voilà. Ben écoute, je pense que c'était tout. En tout cas, ça m'a énormément plu de parler avec toi. Je trouve que en fait, à chaque fois que j'ai une conversation avec toi, c'est comme il y a 2 ans. C'est toujours, c'est hyper nourrissant en fait. Et en fait, je pourrais parler avec toi pendant des heures, pendant des journées. J'adore en fait l'aspect multifacette où tu parles pour diverses causes et il n'y en a pas une qui est plus importante qu'une autre. Et le but, c'est vraiment en fait de toutes les faire converger, c'est la convergence des luttes. Et je pense que, du moins j'espère que cet épisode peut-être inspirera des personnes, comme je le disais, à se distancer d'eux-mêmes et à penser aussi aux autres avant eux et elles. Et voilà, si c'est peut-être une chose qu'on peut apprendre pour ressortir un peu plus riche de cette crise, ce sera déjà ça. Voilà. Merci beaucoup, Morgane, c'est réciproque pour tout ce que tu as dit. Mais merci beaucoup à toi. Merci beaucoup pour ton invitation. Et puis merci donc aux spectateurs, spectatrices, auditeurs, auditrices. J'espère qu'ils auront appris beaucoup de choses. Et surtout, où est-ce que, par exemple, ceux ou celles qui ne te connaissent pas, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Du coup, sur Instagram, Le Renard et les Raisins. Sur mon blog, j'ai aussi une page Facebook, Le Renard et les Raisins. Et n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram si vous en avez envie. C'est toujours un grand plaisir de converser avec vous. Donc voilà. Et tu as une communauté aussi sur Facebook, il me semble. Sur Facebook, j'ai ma page Facebook en rapport avec le blog. D'accord. Ok, super. Merci à toi et puis aux spectateurs, spectatrices, auditeurs, auditrices, je vous dis à la prochaine.